Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Super, merci. Donc, je suis Lison Fanuel. J'ai 2 casquettes pour vous parler aujourd'hui. Ma première casquette, celle que j'utilise au quotidien, c'est celle de consultante en accessibilité numérique, puisque je travaille chez Tanaguru avec cette casquette-là. Et ma deuxième casquette, qui est un peu plus ancienne, c'est celle de docteur en psychologie cognitive, puisque j'ai passé ma thèse en partie à Lyon 1 et aussi à Lyon 2, en psychologie cognitive, il y a maintenant quelques années. Et pour cette conférence aujourd'hui, je vous propose de prendre ces 2 casquettes-là, de les mettre ensemble et de voir comment est-ce qu'on peut penser l'accessibilité numérique avec les handicaps cognitifs. Je suis à peu près certaine que tout le monde ici sait ce qu'est l'accessibilité numérique, mais dans le doute, je vous fais un rappel. L'accessibilité numérique, c'est permettre aux personnes handicapées de percevoir, comprendre, naviguer et interagir avec des outils numériques. Quand on pense accessibilité numérique, comme le disait très bien tout à l'heure Fanny, on parle généralement de 4 grands types de handicap. Le premier, c'est le handicap visuel, des personnes aveugles, malvoyantes. Le deuxième, c'est le handicap auditif, des personnes sourdes et malentendantes. Le troisième, c'est le handicap moteur, spécifiquement pour l'accessibilité numérique sur les membres supérieurs, bras, mains, etc. Et la quatrième catégorie, c'est une catégorie qui regroupe beaucoup de choses, le handicap mental, cognitif et psychique. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une seule de ces catégories, le handicap cognitif. Qu'est-ce que c'est que le handicap cognitif, ou plus précisément, qu'est-ce qu'un trouble cognitif? Un trouble cognitif, c'est une altération des processus cognitifs. Les processus cognitifs, ce sont les processus qui nous permettent d'acquérir et d'utiliser nos connaissances. Un trouble cognitif, ce n'est pas un trouble psychique, ce n'est pas un trouble psychiatrique. Un trouble psychiatrique, c'est une perturbation de la pensée, des émotions et ou des comportements qui va causer une souffrance dans la vie quotidienne. Un trouble psychique ou psychiatrique peut engendrer des troubles cognitifs, par exemple la dépression ou les stress post-traumatiques qui vont engendrer des troubles de la mémoire, entre autres. Mais la dépression ou le stress post-traumatique ne sont pas uniquement des troubles cognitifs. Le trouble cognitif, ce n'est pas non plus un déficit intellectuel. Un déficit intellectuel, c'est une altération globale de l'ensemble des processus cognitifs. Je vous explique juste après ce que j'entends par processus cognitif. Mais donc là, sur le déficit intellectuel, on a des troubles cognitifs, mais assez globaux. Ils ne sont pas spécifiques à un processus ou à un autre. D'où viennent les troubles cognitifs? Les troubles cognitifs peuvent avoir de très nombreuses origines. J'en ai listé 9 ici, avec probablement certains que j'ai oubliés, mais ça va nous permettre déjà de passer en revue un certain nombre de troubles. Les troubles cognitifs peuvent venir de troubles du neurodéveloppement. Les troubles du neurodéveloppement, ce sont des altérations du fonctionnement cognitif qui apparaissent avec l'avancée en âge et qui sont des troubles dans l'acquisition de certains processus cognitifs. Celui dont on parle le plus souvent, ça va être la dyslexie, par exemple, ou le TDAH, qui sont des troubles du neurodéveloppement qu'on détecte typiquement chez des enfants, même si ça peut persister à l'âge adulte. Un trouble cognitif peut venir d'une maladie neurologique, pour citer encore Fanny tout à l'heure, la maladie d'Alzheimer, qui est un trouble neurologique et qui va affecter le fonctionnement cognitif. Ça peut aussi venir d'un traumatisme crânien, donc, qui va engendrer une altération au niveau du cerveau et donc impacter son fonctionnement et donc les processus cognitifs qui sont liés à ces régions cérébrales. Ça peut venir d'un accident vasculaire cérébral, même principe. Le cerveau est altéré, donc le fonctionnement cognitif est impacté. Ça peut venir d'un traumatisme psychologique. Je parlais tout à l'heure du stress post-traumatique qui va avoir un effet sur la mémoire, mais ce n'est pas la seule composante cognitive sur laquelle il a un effet. Donc voilà, qui peut aussi altérer le fonctionnement cognitif. Comme je disais aussi tout à l'heure, un trouble cognitif peut venir d'un trouble psychiatrique. Donc c'est le cas aussi, par exemple, pour la schizophrénie, qui va causer une altération de la mémoire et de l'attention chez certaines personnes. Les troubles cognitifs peuvent être liés au vieillissement, qu'il s'agisse de vieillissement normal ou de vieillissement pathologique.
avec l'avancée en âge, notre fonctionnement cognitif se détériore et on a de plus en plus de difficultés à effectuer un certain nombre de tâches sur certaines fonctions cognitives. Les troubles cognitifs peuvent aussi venir de privation de sommeil ou de troubles du sommeil. S'il y a des parents dans la salle qui ont des enfants en bas âge, vous savez de quoi je parle. On a à ce moment-là des altérations du fonctionnement cognitif, mais c'est aussi le cas avec les apnées du sommeil, par exemple, qui ont un effet sur le fonctionnement cognitif. Et enfin, dernière cause que j'ai listée ici, ce sont les médicaments ou les substances toxiques. Donc je parle de drogue au sens illégal du terme, mais pas seulement. Des médicaments que vous pouvez prendre, qui sont d'ailleurs généralement classifiés, peuvent avoir un impact sur votre fonctionnement cognitif. Donc voilà pour une vue assez globale de ce qu'est le fonctionnement cognitif et des troubles cognitifs et d'où ça vient. Si on regarde maintenant comment c'est pris en compte dans l'accessibilité numérique, je vous propose de commencer par un peu d'histoire. Quand on parle d'accessibilité numérique, souvent on pense au référentiel de conformité à l'accessibilité numérique et c'est ça dont je vous parle ici. Le premier référentiel date de 1999. C'était il y a un petit moment maintenant. C'était la première version des WCAG, Web Content Accessibility Guidelines, le référentiel d'accessibilité pour les contenus web, qui a été édité par les W3C, donc en 1999 pour la première fois. Ça, c'est à l'échelle internationale. À l'échelle française, les premières prises en compte de l'accessibilité numérique au niveau législatif sont aussi relativement ancienne, puisque depuis 2005 et la fameuse loi handicap, on a une obligation d'accessibilité pour le web public. Et la première fois qu'on a commencé à parler de façon explicite de troubles cognitifs dans ces référentiels d'accessibilité numérique, c'est en 2018. Je ne ferai pas de maths là maintenant devant vous parce que je n'en suis pas capable avec un public, mais c'était il y a beaucoup moins longtemps que les deux autres choses que j'ai précédemment mentionnées. Et comment est-ce que ça a été pris en compte pour la première fois ? Eh bien, c'est dans la version 2.1 des WCAG, donc on reprend ce référentiel international pour les contenus web. C'était la première fois pour la publication de cette nouvelle version qu'on a ajouté spécifiquement des critères pour les personnes qui avaient un handicap cognitif ou un trouble des apprentissages. Quels ont été les critères qui ont été ajoutés ? Donc ces critères, ils ont été ajoutés par un groupe de travail dédié aux troubles cognitifs et ils ont ajouté 9 critères. Le premier, c'est identifier la finalité de la saisie, donc identifier à quoi sert un champ que votre utilisateur ou utilisatrice va devoir remplir, l'identifier de manière programmatique, c'est-à-dire que les technologies d'assistance soient capables de comprendre la finalité de cette saisie si c'est possible. Ce critère-là, des WCAG, on le retrouve dans la version actuelle du RG2A, la version 4. Deuxième critère qui a été ajouté, c'est identifier la fonction. Donc ici, c'est identifier, toujours de façon programmatique, la fonction des composants d'interface, des boutons, mais aussi des icônes et des différentes régions qu'il peut y avoir à l'écran. Troisième critère, les délais d'expiration. Donc celui-là aussi, on le retrouve dans le RG2A. Je crois que je n'ai pas précisé, le RG2A, c'est Référentiel général d'amélioration de l'accessibilité, c'est le référentiel français. Donc c'est ce sur quoi on se base, nous, au niveau légal en France. Donc, le troisième critère, les délais d'expiration présents dans le RG2A, c'est avertir qu'une inactivité potentielle de l'utilisateur ou l'utilisatrice, si ce délai dure plus de 20 heures, moins de 20 heures, peut entraîner une perte des données. Quatrième critère, l'animation résultant d'interaction, c'est la possibilité pour les utilisateurs utilisatrices de désactiver les animations qui vont être liées à des interactions sur les composants d'interface. 5 autres critères ici, l'apparence du focus qui décrit la taille minimale que doit avoir visuellement le focus à l'écran et le fait que cet élément soit suffisamment contrasté, ce qui est partiellement repris dans le référentiel français mais pas complètement. Le fait de positionner l'aide toujours à la même place, quand on peut la retrouver sur différentes pages d'un site web, il faut qu'elle soit toujours
au même endroit de la page pour que les utilisateurs, utilisatrices sachent où la trouver facilement, puissent y accéder plus facilement. Le septième critère, c'est le critère sur les entrées redondantes, qui demande à ce que les informations, s'il y a des informations dans un formulaire qui ont déjà été saisies, alors ces informations, dans les champs suivants qui les reprennent, doivent être soit pré-remplies, soit au moins on proposé à les réponses proposées à l'utilisateur ou à l'utilisatrice pour être sélectionnées et pas saisies de nouveau. Et enfin, 2 derniers critères sur l'authentification. Je ne rentre pas dans les détails ici, mais il y a 2 niveaux de conformité sur ce critère-là d'authentification accessible, mais globalement, c'est bannir les tests cognitifs des protocoles d'authentification. Pourquoi tous ces critères-là ? Eh bien, c'est pour aider les personnes qui ont un handicap cognitif à accéder au contenu numérique. Alors, je vous propose maintenant de faire un tour d'horizon des différentes fonctions cognitives et de certains troubles qui peuvent être liés à ces fonctions-là. C'est un tour d'horizon qui n'est pas exhaustif. Je ne présenterai pas tous les troubles cognitifs parce qu'on en aurait pour beaucoup plus que 45 minutes. Et en plus, je serais bien incapable de vous les présenter de façon exhaustive. C'est un métier à part entière. Globalement, on va parler des 5 fonctions cognitives qui nous intéressent spécifiquement dans l'accessibilité numérique, qui sont liées à nos utilisations des outils numériques: l'attention, la mémoire, la perception et la reconnaissance, les praxis et le langage. L'attention, qu'est-ce que c'est ? L'attention, c'est la capacité à sélectionner une information importante sans faire attention aux autres informations. C'est différent de la perception. Par exemple, si je vous dis là maintenant, prêtez attention au dossier de la chaise qui touche votre dos, c'est une information que vous perceviez avant, vous aviez une sensation dans votre dos avant, pourtant, vous n'y prêtiez pas attention. Maintenant que je vous ai demandé d'y faire attention, je suis sûre que tout le monde peut sentir le dossier de la chaise dans son dos. Ici, sur cette image, j'aime bien illustrer l'attention de cette manière-là. C'est assez facile de faire cette même tâche. Si je vous demande de prêter attention à ce coquelicot qui est à l'écran, c'est une tâche qui, pour la plupart d'entre vous, va être assez facile. Le coquelicot est gros, c'est la seule fleur rouge de l'écran, il est au premier plan, l'arrière-plan est flou, d'autres petites fleurs bleues existent en fond, mais c'est l'information qui se distingue le plus de l'écran, donc c'est une information à laquelle il est facile de faire attention. Il existe des troubles de l'attention, et le premier dont je vais vous parler, c'est le trouble déficit de l'attention, qu'on appelle aussi habituellement TDA, TDAH, TDA pour trouble du déficit de l'attention, H pour hyperactivité. Je ne vais pas rentrer dans ce détail-là ici, mais si on reprend exactement la même tâche, portez votre attention sur un coquelicot, la tâche est beaucoup plus compliquée ici. Et c'est un peu ce qui se passe pour une personne qui a un TDAH. Elle va être capable, peut-être, de porter son attention sur un coquelicot, mais encore faut-il qu'elle trouve la bonne fleur parmi toutes les fleurs rouges, parmi toutes les fleurs, une information qui est plus petite, avec le même niveau de saillance visuelle que les autres informations de l'écran. Donc ici, la tâche de porter son attention sur quelque chose et de l'y laisser va être beaucoup plus compliquée. Un autre trouble de l'attention que j'aime beaucoup aborder quand on parle d'accessibilité numérique, parce qu'il est très très peu connu, c'est l'héminégligence. J'ai préparé ces slides pour la première fois à la sortie des législatives de l'été dernier, d'où cet exemple qui fonctionne bien et qui marque les esprits, donc je l'ai gardé. Donc vous avez à l'écran un hémicycle avec la répartition des députés en fonction des résultats qu'il y avait eu aux législatives à ce moment-là. L'héminégligence, ce n'est pas un problème de vision. Les personnes héminégligentes n'ont pas de problème de vue. En revanche, elles ont un problème pour porter leur attention sur la partie gauche de leur champ visuel. En gros, les personnes héminégligentes, elles ne voient pas ce qu'il se passe à gauche. C'est présent dans leur champ visuel, mais elles ne sont pas capables d'y porter attention. Et gauche, alors c'est pas juste pour l'exemple ici et pour faire quelque chose de
d'engager à ce niveau-là, c'est que l'héminégligence est liée à des troubles dans les régions cérébrales droites et donc est quasiment tout le temps sur le champ visuel gauche. L'héminégligence, elle s'accompagne en plus en général d'anosognosie. L'anosognosie, c'est l'incapacité à reconnaître son propre trouble. Donc non seulement les personnes héminégligentes ne voient pas ce qu'il se passe à leur gauche, mais en plus, elles ne sont pas conscientes qu'elles ne le voient pas. Donc, elles ne sont même pas capables de se dire « Tiens, regarde, va porter ton attention sur ce qui se passe à gauche », puisqu'elles ne voient pas, elles ne perçoivent pas, elles ne peuvent pas porter attention à ce qui se passe à leur gauche. Comment faire une interface accessible pour les personnes qui ont des troubles de l'attention? La première chose, ça va être de leur faciliter l'identification des informations importantes. Donc pour ça, on va adopter une stratégie visuelle, on va utiliser le design comme outil, on va hiérarchiser les titres, on va structurer l'information de façon claire et efficace. On va identifier facilement les boutons, les liens, les éléments d'interface avec lesquels on peut interagir pour que l'attention soit facile, puisse facilement aller sur ces éléments-là. On va aligner les textes à gauche, puisque en ancrant les textes à gauche, on peut plus facilement s'assurer que les personnes héminégligentes, par exemple, vont savoir qu'il faut qu'elles portent leur attention à cet endroit-là. On va avoir des positionnements des éléments qui sont consistants au travers des pages, qu'il s'agisse du menu, du footer, du pied de page ou des éléments d'aide par exemple. On va aussi limiter les sources de distraction, pas de médias à déclenchement automatique, pas d'animation par exemple, ce qui est partiellement traité au niveau du RG2A. On va limiter la quantité d'informations par page en essayant de simplifier la structure et aussi la quantité d'informations pour que les gens en fait sachent quel contenu va être présent sur cette page-là, avec en général cette règle de une page égale une information. On peut aussi simplifier la structure des informations en la découpant séquentiellement, typiquement sur des formulaires complexes, essayer de découper séquentiellement l'information pour que ce soit rempli petit bout par petit bout et guider les utilisateurs et utilisatrices. Et on va permettre de consulter le contenu sur différents formats de support, typiquement ce qui fonctionne très bien pour les personnes héminégligentes. Comme sur un écran, la totalité de l'écran est dans leur champ visuel, donc elles ne voient pas ce qui se passe à gauche, c'est de prendre un téléphone portable et de consulter l'information seulement dans leur champ visuel droit. Ça va leur permettre d'avoir toute l'information en même temps à l'écran. Donc on retrouve avec ces problématiques-là d'attention et en particulier avec l'héminégligence, certains ponts avec des troubles visuels, notamment de champs visuels dégradés. Donc en fait, on va mettre en place certaines choses spécifiquement pour les troubles cognitifs, mais aussi, et du coup c'est déjà couvert par les référentiels, des choses qui existent déjà. Par exemple, sur la structuration de l'information, on a déjà des éléments qui nous permettent, d'un point de vue légal, d'un point de vue conformité, de travailler des supports numériques qui sont accessibles aussi pour les personnes avec un handicap cognitif. Le deuxième trouble cognitif, c'est mon préféré, c'est celui sur lequel j'ai fait ma thèse, c'est la mémoire. La mémoire, vous devez probablement en avoir entendu parler dans votre métier, le fonctionnement dans votre métier de dev. La mémoire au niveau humain, c'est assez similaire à ce qui se passe dans un ordinateur. C'est encoder, stocker, récupérer des informations. On a différents types de mémoire. Une mémoire à court terme, une mémoire à long terme, globalement. Et on peut avoir des troubles à ces différentes étapes. On peut avoir des difficultés à encoder une nouvelle information, des difficultés à garder une information en mémoire, ou encore des difficultés à récupérer une information. Ça, c'est la difficulté à récupérer une information, c'est typiquement ce qu'on observe avec l'avancée en âge, et donc chez les personnes âgées, du phénomène du mot sur le bout de la langue. On a tellement de connaissances en mémoire qu'on a du mal à aller retrouver celle dont on a envie de se servir. Et donc on a ce mot sur le bout de la langue qui n'arrive pas à sortir. Ça fait partie des difficultés de récupération de l'information. Mais ce n'est pas vraiment un trouble cognitif, puisque ce n'est pas particulièrement handicapant, c'est gênant, mais ce n'est pas handicapant. Pour parler de mémoire, j'aime beaucoup parler de la maladie d'Alzheimer, parce que
a dans cette maladie-là des troubles sur pas mal de formes de mémoire différentes. On a une altération de la mémoire à long terme, les souvenirs que les personnes ont formés au long de leur vie va être altérés, mais aussi de la mémoire à court terme. Donc on peut se retrouver avec des personnes qui naviguent sur une interface et qui oublient ce qu'elles faisaient là, pourquoi elles étaient à cet endroit-là, à quoi l'information qu'elles voulaient chercher. Donc pour ces personnes-là, c'est super important de leur donner des informations, de leur contextualiser les informations pour qu'elles puissent se repérer spatialement, visuellement, et ne plus être désorientées. Typiquement, quand on a un formulaire de connexion qui ressemble à ça, on nous demande un identifiant, un mot de passe, et on nous propose de nous connecter, et qu'on a la maladie d'Alzheimer, et qu'on ne sait plus, on arrive à un moment où on ne sait plus pourquoi on était là, et on ne sait pas quel identifiant il faut chercher, on ne sait même pas, dans notre carnet qui recense tous nos mots de passe, à quelle page consulter. Donc, on va essayer de contextualiser. On donne le nom de l'entreprise, le nom de la structure, le nom du service numérique qu'on met en évidence. On précise à quoi on fait référence quand on parle d'identifiant. C'est souvent une adresse mail, ce n'est pas toujours le cas, mais si c'est le cas, on l'explicite. On propose aussi d'enregistrer les identifiants, parce que comme ça, la prochaine fois, la personne n'aura pas à les ressaisir, à refaire tout ce processus qui est coûteux pour elle. Et puis, surtout, on met en place un mécanisme de récupération de mots de passe, en essayant de le penser le plus simple possible, avec un bouton qui est facilement accessible dans l'interface pour récupérer son mot de passe oublié. Donc pour résumer, comment rendre accessible une interface pour les personnes qui ont un trouble de la mémoire. La première chose, ça va être de leur donner des repères de navigation, donner des titres de pages qui sont explicites, qui sont distinctifs les uns des autres. Et pas, donc, dans les balises title, on n'indique pas uniquement le nom de l'entreprise, on indique la fonction de la page, c'est une page d'accueil, une page d'authentification, etc. Identifier la page courante dans le menu ou dans le fil d'Ariane, ce qui fait partie des critères AAA du RG2A. Donc c'est pas obligatoire de l'implémenter, mais je vous suggère de le faire pour des raisons d'accessibilité. Comme ça, ça va permettre aux gens plus facilement de raccrocher le fil, de retrouver là où ils en étaient et à quoi sert la page sur laquelle ils sont. On va faire en sorte que les informations ne reposent pas sur la mémoire et que la réalisation d'un processus ne repose pas sur la mémoire. Donc on évite les délais d'expiration, ça j'en ai déjà parlé rapidement tout à l'heure, ça fait partie maintenant des critères des WCAG. On va faire en sorte que les informations puissent être consultées à tout instant, donc qu'elles restent présentes à l'écran autant que possible pour qu'on puisse se souvenir de ce qu'il faut faire dans un processus, en tout cas qu'il y ait des mécanismes faciles pour récupérer ces informations. Et comme je disais tout à l'heure, prévoir un moyen pour récupérer des informations sensibles comme les mots de passe. Et puis, on peut aussi, pour aller encore plus loin, implémenter au niveau du design des choses qui vont nous permettre de faciliter la mémorisation. La mémorisation, elle est meilleure quand il y a plusieurs points d'entrée. Quand on a une information à la fois sous forme textuelle, mais aussi sous forme imagée, sous forme auditive. C'est de cette manière-là qu'on va pouvoir davantage aider à mémoriser. Donc, on va proposer des informations multimodales, surtout si on a un objectif de rétention d'informations avec un texte qui va être accompagné d'une image, qui va être accompagné d'un schéma, pour avoir la même information qui soit répétée, redondante, mais de manière différente et qui soit présentée sensoriellement de façon différente. Et puis, structurer l'information, donc ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à l'attention, oui. Structurer l'information de façon logique, avec des titres, avec des listes, pour guider la récupération de l'information et puis faciliter la mémorisation pour que les gens n'aient pas à faire eux-mêmes cet effort de structuration de l'information pour la mémoriser. Troisième fonction cognitive, le langage. Qu'est-ce que c'est que le langage ? Le langage, ce sont des messages qui sont construits à partir de symboles et de règles. Il y a plusieurs fonctions qui sont impliquées dans le langage et on peut faire plein de choses avec le langage. On peut le comprendre, on peut le produire, et ça à la fois à l'oral, ce que je suis en train de faire,
à l'écrit, ce que je vois que certains et certaines d'entre vous sont en train de faire en prenant des notes. Et tous ces versants-là peuvent être altérés dans le fonctionnement, dans les troubles cognitifs, par un trouble cognitif. Quand on parle du langage, la première altération cognitive à laquelle on pense, c'est la dyslexie. La dyslexie, c'est une difficulté à mémoriser les formes des mots. C'est-à-dire que pour les personnes qui sont, on parle de normolecteurs, normolectrices, qui n'ont pas d'altération de la lecture, puisque la dyslexie, c'est un trouble de la lecture, on va, avec l'avancée en âge et avec l'apprentissage de la lecture, apprendre à reconnaître de façon beaucoup plus rapide certains mots parce que leur forme, on l'a déjà rencontré, que c'est un mécanisme qui devient automatique. La dyslexie, c'est un trouble du neurodéveloppement, donc qu'on observe typiquement chez les enfants, même si ça peut continuer à exister à l'âge adulte. Et en fait, c'est un peu comme si pour une personne normolectrice, on était tout le temps en train de lire un mot nouveau. Comme si, à chaque fois que je faisais cette présentation, j'avais un mot différent à vous lire, comme celui-là, pneumonultramicroscopique silicovolcanoconiose. Je ne me suis pas entraînée exprès. Parce que c'est exactement ça qu'ont à faire les personnes dyslexiques. À chaque fois qu'elles rencontrent un mot, elles doivent décoder syllabe par syllabe le mot. Et donc, ça prend plus de temps, ça prend plus de ressources, et donc ça peut causer des problèmes au niveau de la compréhension ensuite du texte, parce qu'on a déjà toutes nos ressources qui ont été utilisées juste pour décoder le mot. Un autre trouble du langage, qui est aussi un trouble du neurodéveloppement et dont on parle un peu moins souvent, c'est la dysorthographie. Ça, c'est une phrase qui aurait pu être écrite par une personne dysorthographique. Si je vous la lis à voix haute, vous allez comprendre. Si vous la lisez vous-même dans votre tête, c'est peut-être un peu plus compliqué si vous n'avez pas le son, mais il y a écrit l'accessibilité numérique, simplement, avec des échanges de lettres, des inversions, avec des sons en qui sont incorrectement écrits. Les personnes dysorthographiques, en fait, ont du mal à assimiler les règles orthographiques et donc vont avoir beaucoup de difficultés à produire des textes qui sont orthographiquement corrects. Dernier trouble qui est lié au langage que j'aime beaucoup, c'est l'aphasie de Wernicke. L'aphasie de Wernicke, c'est cette fois-ci un trouble du langage oral. Dyslexie, dysorthographie, on était sur l'écrit, puisqu'il y avait seulement cette composante-là qui était altérée pour la lecture ou pour l'écriture. L'aphasie de Wernicke, c'est un trouble du langage oral et plus précisément un trouble de la compréhension du langage oral. Pourquoi aphasie de Wernicke? Puis je ne pouvais pas vous faire une présentation sur ce sujet-là sans vous montrer une image de cerveau quand même. L'aphasie de Wernicke, c'est parce que c'est lié à une lésion cérébrale qui va altérer l'aire de Wernicke, qui est en charge de la compréhension du langage oral. Donc en fait, les personnes qui sont aphasiques, qui ont cette aphasie de Wernicke, elles vont être tout à fait capables de lire un texte et de le comprendre, tout à fait capables de produire un texte à l'écrit ou à l'oral et de le comprendre, mais complètement incapables de comprendre ce que quelqu'un leur dit. Et ça, d'autant plus dans du bruit ou dans des situations qui sont coûteuses pour elles en termes d'attention. Donc là, on n'a pas du tout de problème de compréhension, on n'a pas de déficit intellectuel, comme pour la dyslexie et la dysorthographie d'ailleurs. En revanche, on n'a pas de compréhension globale, mais vraiment de compréhension qui est spécifique à une modalité sur le versant oral. Comment concevoir des interfaces qui sont accessibles pour les personnes qui ont des troubles du langage? La première chose à faire, et ça c'est valable pour tous ces troubles-là, c'est d'utiliser un langage simple et clair. Plus on est simple, plus on est clair, plus on va droit au but, plus ce sera facile à comprendre, quel que soit le handicap. Deuxième chose, ça va être de permettre une présentation alternative des informations, écrites ou orales. Donc typiquement, quand on présente de la vidéo, c'est proposer des sous-titres ou des transcriptions textuelles.
là, ça commence encore une fois à se recouper avec des choses qu'on met en place pour des personnes qui ont d'autres troubles visuels ou auditifs pour pouvoir suivre une vidéo. Certaines personnes ont besoin de transcription, par exemple. Pour l'information écrite, on va faire en sorte qu'elle soit compatible avec les lecteurs d'écran. Là encore, ça se rapproche des problématiques donc liées aux troubles visuels, parce que les personnes qui sont dyslexiques, par exemple, peuvent utiliser des lecteurs d'écran qui vont leur lire le texte qui est présent à l'écran. Ce sont des lecteurs qui sont différents de ceux des personnes aveugles pour pouvoir avoir une interface visuelle, en fait. Et qui va pouvoir les aider, éventuellement en mettant en surbrillance certains mots, à lire et à avoir l'information de façon auditive de ce qui est présenté à l'écran. On va aussi proposer des interfaces où on évite l'ensemble des bruits parasites, et encore plus lorsqu'ils ne sont pas sollicités. Donc les vidéos avec un fond sonore, les contenus audio qui ont un déclenchement automatique, les fonds sonores décoratifs, pardon, j'ai pas précisé. Et puis, on va permettre de contrôler les médias, qu'ils soient audio ou vidéo, pour que les personnes puissent les lancer, les arrêter quand elles veulent, et aussi éventuellement régler la vitesse de lecture, parce qu'on sait que pour les personnes qui ont une aphasie de Wernicke, elles vont mieux comprendre le langage oral s'il est plus lent. Et donc, en leur permettant de gérer la vitesse de lecture, on leur permet de présenter la piste audio plus lentement, et donc potentiellement, ce serait suffisant pour qu'elles puissent, pour certaines d'entre elles en tout cas, qu'elles puissent comprendre le contenu. Et enfin, pour les personnes qui ont un trouble du langage écrit, on va faire en sorte de limiter et de faciliter la saisie d'informations, en proposant par exemple de la complétion automatique, en évitant d'avoir des saisies redondantes, en leur évitant le plus possible de saisir des informations, et puis en étant indulgent, en ayant des algorithmes qui sont indulgents aux fautes d'orthographe, parce que vous avez vu par exemple tout à l'heure avec cette phrase façon dysorthographie, on peut très vite avoir quelque chose qui est difficile à comprendre. Donc dans la mesure du possible, avoir des algorithmes qui pourront passer au-delà de cette orthographe. Quatrième fonction cognitive, la perception et la reconnaissance. Vous allez voir, sur cette catégorie-là, c'est probablement ce qui se rapproche le plus des troubles visuels. Sauf que ici, on n'a pas du tout de troubles au niveau sensoriel. Quand on parle de perception et de reconnaissance en psychologie cognitive, on en parle dans un processus séquentiel. C'est-à-dire que quand on voit quelque chose, par exemple, l'enveloppe qui est à l'écran, le bouton pour accéder aux emails sur iOS, on va d'abord percevoir un certain nombre de traits qui vont définir l'entrée sensorielle. Donc ça, c'est ce qui se passe au niveau de notre cortex visuel. Ça, c'est l'entrée sensorielle. On est dans l'étape le plus bas niveau de tout ce processus de reconnaissance. Une fois que l'entrée sensorielle elle a passé ces régions visuelles, on va former une perception, c'est-à-dire qu'on n'aura plus seulement des traits, mais bien un objet, une enveloppe. Ça, c'est la perception, on va percevoir une enveloppe. Et ensuite arrive la dernière étape, l'étape de reconnaissance, où on va pouvoir dire qu'il s'agit d'une enveloppe, et plus particulièrement ici, qu'il s'agit d'un bouton qui permet d'accéder aux emails. Et donc, il peut y avoir des altérations à ces trois niveaux. Quand on a une altération au niveau de l'entrée sensorielle, on parle de déficit sensoriel. Donc là, c'est ce qu'on met dans la catégorie des troubles visuels ou des troubles auditifs, par exemple. Quand on a une altération au niveau de la perception ou au niveau de la reconnaissance, alors là, on rentre dans la catégorie du trouble cognitif. Et on peut avoir un déficit de la perception ou de la reconnaissance à plein de niveaux différents. Par exemple, au moment du Covid, on parlait beaucoup d'anosmie, le trouble de la perception ou de la reconnaissance des odeurs. On parle aussi de prosopagnosie. La prosopagnosie, c'est le trouble de la reconnaissance des visages.
certains et certaines d'entre vous sont venus vous présenter à moi en me disant « Mais si, on s'est déjà croisés !» Je ne suis pas diagnostiquée, mais j'ai un bon gros déficit sur la reconnaissance des visages, donc je suis désolée, pardonnez-moi. Un autre trouble de la perception et de la reconnaissance, c'est l'anosognosie. On en parlait tout à l'heure, c'est la non-reconnaissance, la non-perception de son propre trouble. Et un trouble de la perception et de la reconnaissance qui est beaucoup plus en lien avec l'accessibilité numérique, c'est l'agnosie visuelle. L'agnosie visuelle, c'est l'incapacité à reconnaître des objets visuellement. Donc, au toucher, par exemple, je serais capable de dire que c'est une bouteille que j'ai dans la main ou que c'est un micro. En revanche, visuellement, je peux être complètement incapable de dire ce que j'ai devant moi, si je ne peux pas toucher cet objet-là. Et donc, quand on est dans un environnement numérique, très souvent, on n'a que la modalité visuelle. Dans cet exemple de CAPTCHA, qui est hyper simple pour quelqu'un qui n'a pas d'agnosie, demander d'identifier un bus, c'est pas très compliqué, c'est quelque chose qui est connu, c'est une forme qui est assez simple à repérer. En revanche, pour quelqu'un qui a une agnosie visuelle, ça peut être une tâche qui est vraiment compliquée à effectuer. D'où l'intérêt, et là encore, on trouve les ponts avec les troubles visuels, l'intérêt de mettre en place des alternatives à ce type de processus. Par exemple, en auditif. On peut aussi avoir des troubles de la perception des couleurs. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on catégorise souvent dans les troubles visuels, mais en fait, on est sur du cognitif. Et vous avez probablement toutes et tous entendu parler de daltonisme. Le daltonisme, c'est un trouble de la perception des couleurs et c'est un cas particulier. C'est un cas particulier de ce qu'on appelle la dyschromatopsie. La dyschromatopsie, c'est un trouble de la perception des couleurs. On ne peut pas percevoir toutes les couleurs. La chromatopsie, c'est l'incapacité à percevoir l'ensemble des couleurs, donc en gros en noir et blanc, comme il y a du rose qui est passé à l'écran. Désolée pour cette couleur-là, mais normalement, cette image est en noir et blanc, l'ensemble de la slide. Donc, pour montrer à quoi peut ressembler la vision d'une personne achromatopsique qui n'a aucun élément de couleur dans son champ visuel. Et le daltonisme, c'est la composante génétique de la dyschromatopsie. Donc, c'est celle dont on parle le plus souvent. Que faire, comment faire pour concevoir une interface qui va être accessible pour les personnes qui ont des troubles de la perception et de la reconnaissance? La première, ça va être d'expliciter le sens des éléments. Donner des labels aux composants d'interface. Pas se contenter d'avoir seulement une enveloppe pour indiquer que c'est un bouton pour accéder au message, mais bien écrire message. Ne pas véhiculer d'informations par la couleur. Donc ça, ce sont des choses qui sont très proches des besoins pour les personnes aveugles ou malvoyantes, et donc qui sont déjà présentes la plupart du temps dans les référentiels. Donner des alternatives aux tâches d'identification, donc typiquement au CAPTCHA, proposer des versions, par exemple, auditives des CAPTCHA, et proposer des contrastes suffisants, puisque quand on a des contrastes suffisants, ça permet de s'assurer que les personnes qui ont des troubles de la perception des couleurs vont pouvoir comprendre la totalité du contenu, percevoir la totalité du contenu. Les dernières fonctions cognitives, les praxies, ce sont les mouvements volontaires. Et l'apraxie, c'est un trouble cognitif de ces praxies. Ces mouvements volontaires, ça peut être des mouvements des bras, des mains, des mouvements oculaires, visuels, enfin avec les yeux, ou des mouvements des muscles de la bouche. Donc ici, on n'a pas de troubles physiques, mais bien, au niveau cérébral, une incapacité à conduire ces mouvements volontairement. Il existe tout un tas de différents types d'apraxie motrice. Donc je vous présente ça ici d'une façon très globale. L'apraxie motrice, c'est une difficulté à réaliser des gestes. Encore une fois, de façon volontaire, c'est-à-dire qu'on peut très bien être capable de réaliser un certain nombre de gestes de façon involontaire, un peu comme je suis en train de faire en ce moment avec ma main qui vous parle. Pourtant, si on demande de faire ce geste-là pour réaliser cette action à une personne de façon explicite, elle va être incapable de la reproduire. Ici, au niveau accessibilité,
Ça rejoint aussi les besoins qu'on peut avoir pour les personnes qui ont des troubles moteurs, de besoins d'alternatives gestuelles quand on a des gestes complexes qui sont conçus au sein d'une interface. Un autre trouble des praxies, qui est une dyspraxie cette fois-ci, la dyspraxie visuospatiale. Donc ici, on est sur un trouble des gestes liés au mouvement oculaire, avec une difficulté très grande à fixer un élément sur une page, à balayer une ligne, à organiser le regard, à savoir où aller porter son regard sur une information, à récupérer l'information visuelle pour en faire du sens. C'est un peu comme si je vous présentais le site de Mixit de cette manière-là. Vous allez être capable, si vous y faites attention, de lire l'ensemble des phrases qui sont présentées à l'écran, mais ça va demander beaucoup d'efforts au niveau visuel, ça va être très long, et puis pour certains éléments, ça va vous empêcher de comprendre le contenu parce que vous ne serez pas forcément en capacité de mettre en relation les différents éléments qui sont présentés visuellement entre eux. Donc pour ces cas de troubles des praxies, donc d'apraxie et de dyspraxie, comment concevoir une interface accessible? La première chose, ça va être de faciliter le contrôle par le mouvement, en proposant des alternatives pour les gestes complexes. Ça, c'est quelque chose qui est déjà traité dans le RG2A, par exemple. Proposer aussi des alternatives aux actions qui sont liées au mouvement de l'appareil, c'est également un critère du RG2A. On va permettre d'annuler des actions qui sont déclenchées, parce qu'elles peuvent avoir été déclenchées de façon involontaire. Donc on doit pouvoir revenir en arrière. On va faciliter la personnalisation de l'interface. Ce qui est un peu complexe avec les troubles cognitifs, c'est qu'il y a une très grande variété de troubles différents et des personnes qui peuvent avoir des besoins qui sont très différents. Donc ici, on peut avoir pour certaines personnes apraxiques, en particulier visuospatiales, besoin de modifier des paramètres de présentation de l'information, des paramètres d'espacement des textes, utiliser des polices spécifiques. Et parfois, pour contrebalancer la fatigue oculaire qui est liée à l'apraxie et à l'intensité de la recherche visuelle d'information, utiliser des thèmes de couleurs spécifiques, des thèmes sombres typiquement. Pour toutes les informations visuelles qui sont complexes, comme les graphiques, comme les tableaux, et comme les images d'une manière plus générale, on va donner des alternatives textuelles à ces éléments-là. C'est partiellement couvert par le RG2A qui demande par exemple pour les tableaux complexes d'avoir un résumé. Vous voyez, c'est pour les tableaux complexes et c'est seulement un résumé, donc on est quand même sur un critère qui ne couvre pas totalement le besoin. Et puis enfin, on va éviter les animations, éviter les changements de couleurs qui peuvent perturber et rendre encore plus difficile la lecture d'informations, l'accès aux informations par les personnes qui ont des troubles d'épraxie. Pour résumer cette présentation, la prise en compte des troubles cognitifs dans les référentiels d'accessibilité numérique, c'est un sujet qui est très récent et encore plus à l'échelle de l'histoire des référentiels, puisque ça date seulement de 2018. En revanche, dans ces référentiels, il existe déjà des critères qui ont été écrits en pensant à des personnes qui ont des troubles visuels ou qui ont des troubles moteurs et qui peuvent bénéficier aux personnes qui ont des troubles cognitifs. Donc on a des vrais ponts, des vraies transversalités parmi ces critères-là qui vont permettre déjà, avec ce qu'on a, au niveau référentiel en tout cas, de construire des interfaces qui sont accessibles. Mais ces référentiels restent encore à compléter. Comme vous avez pu le voir, il y a un certain nombre de choses dont je vous ai parlé qui ne sont pas forcément présentes, en tout cas pas pour le moment, dans les référentiels. Et ça fait partie des éléments qui sont en cours de travail, puisque là, il y a la version 3.0 des WCAG, la version Silver, qui est en train d'être travaillée, avec cette fois-ci encore un groupe de travail sur les troubles cognitifs et des apprentissages. Et à l'heure actuelle, 2 propositions de critères supplémentaires. On verra ce que ça donnera, hein, mais en tout cas pour l'instant, c'est du work in progress. De bannir les tests cognitifs, par exemple, le cas des CAPTCHA qui vous demandent de résoudre une équation, même si elle est simple, ça peut être quelque chose de problématique.
Et puis en plus, ça n'a plus forcément d'intérêt maintenant avec les intelligences artificielles. Et puis de bannir aussi les tests de mémorisation, par exemple. Toujours pareil dans les processus de remplissage de formulaires, d'accès aux données. Et pour résumer, penser accessible pour les handicaps cognitifs, c'est quelque chose qui se fait aux 3 grandes étapes de la conception d'une interface. Au moment de la conception graphique, en proposant des contrastes suffisants, en évitant les animations, les changements de couleur, les bruits parasites, tout ce qui pourrait venir perturber l'attention, capter l'attention sur autre chose, en explicitant le sens des éléments visuels, en facilitant l'identification des informations importantes, en découpant l'information séquentiellement de façon à ce qu'elle soit la plus claire possible, et en donnant des repères de navigation. Tout ça, c'est des choses que j'ai déjà abordées jusqu'à présent, c'est vraiment un résumé. Donc, dans la conception graphique, dans le développement aussi, on peut mettre des choses en place qui sont utiles, par exemple en facilitant les contrôles par le mouvement, en limitant et en facilitant la saisie d'informations, en permettant et en facilitant la personnalisation des interfaces, en proposant des alternatives aux tâches d'identification, en permettant que l'information soit consultable sur différents supports, donc que ce soit responsive en gros, et en permettant de consulter et de récupérer les informations dont on peut avoir besoin à tout moment. Bien sûr. Au niveau du développement, où est-ce que tu en es? Là. Super, merci. Et enfin, la dernière étape où c'est important de prendre en compte le cognitif pour concevoir accessible, c'est dans la contribution. Donc en utilisant un langage clair, un langage simple, en permettant une présentation alternative des informations de façon visuelle, différentes modalités de présentation visuelle, en texte, en image, mais aussi de façon auditive, en donnant des transcriptions textuelles, en permettant que les informations soient accessibles avec les lecteurs d'écran. En structurant logiquement l'information aussi, c'est quelque chose qu'on peut faire au niveau de la contribution, en limitant la quantité d'informations par page, et enfin en ayant de la redondance dans les informations qui sont données pour en faciliter la mémorisation, et puis pour que tout le monde puisse accéder à une information ou à une autre en fonction de ses préférences et de ses besoins. Merci pour votre attention.